Plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique continue à chercher sa voie et sa voie. Mais que sont donc allés chercher l'essentiel des chefs d'État africains en Russie la semaine dernière? Du blé, alors qu'il pourrait en produire, si l'on résume les propos du chef d'État burkinabé, le capitaine Traoré, qui a fait sensation avec son trélie et son verbe sans phare lors de ce sommet des armes et de la protection, comme le montrent les photos du patron de Wagner, Prigojine, actif dans les coulisses, ou alors des capitaux dont la Russie en guerre et sous embargo ne dispose plus sans limite. Paul et Chantal Biya s'y sont retrouvés eux aussi à la tête d'une forte délégation diplomatique, économique et même médiatique. Maintenant que sont retombés les flonflons de la fête, il est sans doute l'heure de poser des questions. Que ramènent concrètement les Africains de ce sommet, le deuxième du genre? Les chefs d'État du continent africain devraient-ils, question de dignité, se déplacer aussi massivement pour aller rencontrer d'autres chefs d'État, même s'il s'agit des puissances? Mesdames, Messieurs, c'est l'axe central du débrief de l'actualité. Bienvenue à notre débat quotidien de débrief de l'actualité nationale et internationale. Je commence par le panel. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur le plateau du débrief de l'actualité. Économiste Edmond Kuaté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous ceux avec qui j'aurai l'honneur de co-débattre ce soir. Bonsoir également à tous ceux qui nous font le plaisir de rester scotchés devant leur petit écran à nous écouter. C'est toujours un plaisir de répondre par l'affirmative à votre invitation. Comment vous allez? Je vais bien, j'essaie de... je vais bien, c'est le plus important, je suis debout. C'est un plaisir de vous avoir. Docteur Amel Sango, politologue internationaliste et expert des questions d'intégration et de développement, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille, je suis une fois de plus ravi, ravigoté d'être là. Je vais saluer mes co-panélistes avec qui j'ai le plaisir de passer l'émission ce soir. Je vais également transmettre les mêmes civilités à toute la galaxie panafricaine, à tous les auditeurs et auditrices de Canal 2 qui nous regardent ce soir. Les téléspectateurs. Je ne vais pas oublier la technique qui fait souvent la magie pour que l'émission soit relayée à travers le monde. Merci d'être avec la même détermination que je suis là ce soir pour essayer d'apporter quelques esquisses rétentionnelles à la problématique que vous déposez sur la table. Merci d'être venu. Lui, c'est une première dans le débrief de l'actualité. Angel Alphonse Bertrand. Il est chercheur en relations internationales et de la coopération russo-africaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien. C'est un plaisir de vous avoir. Quand on parle de coopération russo-africaine, c'est à l'université de Douala, vous êtes chercheur? Oui, madame, je suis chercheur à l'université de Douala. Et mon domaine de recherche, c'est bien la politique étrangère russe et la coopération russo-africaine. D'accord, on verra ça tout à l'heure. Le temps pour nous de souhaiter la bienvenue à David Kuaté, économiste expert CIMAC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir également à ma famille, à mon épouse et à mes amis du G80. Ça alors? C'est vrai que ce n'est pas une émission de dédicace, mais bon, on peut accepter ça comme ça. La situation au Sénégal avec Ousmane Sonko, là c'est sous mandat de dépôt, ça vous parle? Fallait s'y attendre? Juste en quelques mots. On est sur le plan politique. Et si vous avez lu Jean-Paul Sartre, vous savez, sur le plan politique, lorsqu'on tient le pouvoir, on peut utiliser tous les moyens. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les moyens et l'appareil répressif de l'État. Là, on peut l'utiliser comme on le veut. En ce qui concerne M. Sonko, je pense qu'il est redouté. Sûrement, il est populiste peut-être, et populaire. Il est redouté. Il a l'intention de briguer la magistrature suprême. Et je pense que le gouvernement de son pays lui reproche un certain nombre de choses. D'accord. Mais puisque nous ne sommes pas des magistrats pour connaître le fond, je préfère ne pas trop en parler. On va suivre cette actualité-là, peut-être dans nos prochaines éditions. Je commence par vous, donc Edmond. Le deuxième sommet Russie-Afrique s'est achevé à Saint-Pétersbourg avec la participation de plusieurs chefs d'État africains. Aujourd'hui, que les flonflons sont terminés, on retient quoi? On retient que le sommet a effectivement eu lieu, qu'il y a eu près de 17 chefs d'État qui ont été présents, qu'il y a eu en tout 47 délégations. Mais ce qu'on retient le plus, c'est les deux axes majeurs qui fondent l'ensemble des résolutions qui ont été prises à l'issue de ce sommet. Le premier axe est d'ordre stratégique
sécuritaire et militaire. Et donc, la Russie a déjà marqué sa présence en Afrique dans un certain nombre de pays sur le plan stratégique et donc a une forte coopération avec plusieurs pays, notamment centrafricains, même camerounais aussi. Il faut rappeler, si besoin t'en est encore, que c'est grâce à la Russie que le Cameroun a réussi, n'est-ce pas, à réduire à sa portion la plus congrue le phénomène abject, n'est-ce pas, qui menace notre stabilité dans la partie septentrionale. Je parle là du Boko Haram. Et donc la Russie est pour beaucoup, à côté d'autres partenaires bien sûr, sur qui il ne faut pas, les États-Unis également y ont beaucoup participé, mais il faut avouer que les armes les plus sophistiquées que nous avons reçues et qui nous permettaient de combattre de nuit venaient de la Russie, parce que c'était des armes à infrarouge, donc ça venait de la Russie. Et depuis que la Russie est passée à l'étape offensive de sa diplomatie, elle se fait beaucoup plus présente, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest. Le Mali, par exemple, aujourd'hui, a réussi à reprendre, à regagner son territoire, à repousser, n'est-ce pas, la menace terroriste qui avait, n'est-ce pas, absorbé près de 80% de son territoire, nonobstant la présence, n'est-ce pas, d'un certain nombre de troupes étrangères, Barkhane, Takuba, MINUSMA et autres. Et donc après le Burkina Faso, et beaucoup d'autres pays bénéficient déjà de cela. Donc ça, c'est l'art sécuritaire. Maintenant, il y a également l'art économique, c'est-à-dire que les chefs d'État présents à Saint-Pétersbourg et les autres chefs de délégation, de concert avec la Russie, ont décidé, n'est-ce pas, de revoir à la hausse les volumes d'échanges entre la Russie et, n'est-ce pas, un certain nombre de pays africains qui, il faut l'avouer, ce sont des échanges, que ce soit in ou out, sont des échanges qui sont très faibles. Ouais. Les Africains n'exportent pas beaucoup en direction de la Russie et ils n'en importent pas non plus beaucoup. Et donc, je pense que de manière circonstancielle, aujourd'hui, les Africains, et beaucoup plus les Africains de l'Afrique, les Africains de la partie francophone, veulent se tourner vers la Russie. Vous avez suivi, par exemple, le président du Burkina, Traoré, qui a fait mention d'une certaine triangularité qu'il y avait dans l'importation des mangues et de l'arnaca du Burkina, qui passaient par l'Allemagne, étaient réexportés avant d'être réexportés en Russie. Donc désormais, il va avoir un couloir direct Burkina-Russie. Alors, mais ce qu'il faut dire, c'est que, quelle que soit la volonté, n'est-ce pas, de la Russie, quelle que soit sa détermination, pour que l'Afrique ou les pays africains profitent véritablement ou alors tirent vraiment le grand bénéfice de ces rencontres-là, l'initiative doit d'abord être africaine. C'est-à-dire qu'il ne nous appartient pas, une fois que nous sommes rentrés de ce sommet, de venir croiser les bras et d'attendre que la Russie ou que le Messie Poutine vienne avec une baguette magique et un chapeau de prestidigitateur et qu'ils disent abracadabra et que tout change en Afrique. Je crois que nous devons faire montre de beaucoup de volonté politique et de pouvoir, n'est-ce pas, être également offensif sur le plan diplomatique pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce que la Russie présente aujourd'hui comme avantage sur le plan technologique, sur le plan également industriel. D'accord. Armel, quand on écoute Edmond, on se dit, après 60 années d'indépendance, l'Afrique se retrouve en train de balbutier sur la scène internationale. Oui, d'entrée de jeu, il faut toujours commencer par faire la précision pour dire que l'irruption des sommets internationaux aujourd'hui sur la scène internationale est un postulat qui vient montrer la crise de la coopération internationale. Parce que normalement, du point de vue de la souveraineté des États, les États doivent collaborer, n'est-ce pas, soit bilatéralement, soit de manière multilatérale. Donc, on voit donc que depuis ces derniers temps, les puissances industrielles, les puissances occidentales ont orchestré un nouveau mode de développement qui fait en sorte qu'un pays, fût-il développé, mais, n'est-ce pas, sous sa botte, un continent qui est constitué de 54 États. Donc, c'est une crise de la diplomatie internationale qui vient une fois de plus violer le principe de la souveraineté des États. Ça vient encore infantiliser le continent africain. Ça, c'était la précision qu'il voulait faire. Et il faudrait dénoncer ce genre de sommet. Cependant, si ces sommets-là se succèdent sur la scène internationale, il faut dire que les enjeux et la substance ne sont pas les mêmes. Et si on reste donc sur ce sommet Russie-Afrique, je pense qu'on peut scruter
l'avantage des États africains sous un prisme de trois éléments. Il y a le prisme économique, le prisme stratégique et militaire et le prisme surtout politique. Déjà évoqué par Edmond. Je vais évacuer les deux prismes économiques et militaires que Edmond a eu à évacuer pour relever le prisme davantage politique. Vous savez qu'aujourd'hui, les États africains ont plus besoin d'un monde multipolaire parce que jusqu'ici, leur souveraineté a toujours été une souveraineté, n'est-ce pas, entretenue, une souveraineté douteuse, une souveraineté, n'est-ce pas, ici tellement poreuse sur la scène internationale. Et on voit bel et bien que si les intérêts ne se ressemblent pas souvent sur la scène internationale du point de vue des États, il arrive souvent que, du point de vue circonstanciel, que ces intérêts-là se rapprochent. Et on voit bel et bien qu'aujourd'hui, l'intérêt d'un pays comme la Russie, qui est, n'est-ce pas, de travailler pour un monde multipolaire, coïncide davantage avec l'intérêt des pays africains qui veulent se libérer d'un type de partenariat qui les asservissait jusque-là. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que la coopération russo-africaine, c'est une coopération qui peut permettre à l'Afrique, n'est-ce pas, non seulement de sortir de ce partenariat unique qui leur a été imposé pendant des siècles, mais aussi et surtout de bénéficier des enjeux et des avantages de ce monde multipolaire. Parce que si le monde multipolaire est de plus en plus appelé par les États sur la scène internationale, c'est d'abord l'Afrique qui sera la première bénéficiaire. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire sur ce sommet-là. C'est un sommet qui s'inscrit dans le cadre des relations internationales. Et dans les relations internationales, il faut le dire, il n'y a pas de philanthropie, il y a toujours les intérêts cachés. D'accord. Et ces intérêts-là sont peut-être dénoncés par d'autres pays occidentaux. Quand on a suivi la sortie de Denis Sassou Nguesso qui disait qu'il y a une volonté manifeste d'interdire, d'empêcher les chefs d'État africains de participer à ce sommet, ça en dit long sur les relations entre la Russie et l'Afrique. Moi, je pense sincèrement que ça, c'est une réplique de la Deuxième Guerre mondiale et même de la chute du mur de Berlin. L'histoire est en train d'avancer et beaucoup de choses se sont passées. Et tout à l'heure, lorsqu'il expliquait qu'il n'y a pas une certaine collaboration entre les États, je voudrais tout simplement dire qu'on appelle ça un aveu d'hégémonie. Quand un pays sent que sur le plan international, il est puissant, il doit faire venir vers lui les autres. Vous savez, les aigles marchent seuls. C'est les moineaux qui marchent en club. Et lorsque vous êtes un aigle, les autres doivent venir vers vous. Mais qu'est-ce que les autres viennent chercher? Nous constatons que la guerre de l'Ukraine aurait participé à ce que certaines personnes puissent comprendre que la Russie est effectivement une puissance. Parce qu'on a toujours présenté la Russie comme un petit pays, aussi sur le plan technologique. Nous avons toujours constaté, par exemple, que par rapport à ce qu'elle m'a expliqué tout à l'heure pour la sécurité, en dehors d'avoir des satellites et aussi d'autres moyens maintenant de communication, nous constatons aussi que la guerre n'est plus les fusils. Les nouvelles technologies de l'information ont tout transformé. Et les gens sont en train d'apprécier. Le fait que les États africains aillent vers la Russie, c'est pour rechercher ce qu'ils n'ont pas pu trouver depuis longtemps. C'est-à-dire le transfert des technologies. Lorsque vous entendez 50 000 tonnes de blé, ça ne veut absolument rien dire. Au lieu d'apprendre à quelqu'un à pêcher, vous lui donnez du poisson. Mais les autres pays ont également parlé de transfert de compétences. Qu'est-ce qui rassure de la sincérité de la Russie aujourd'hui? Non, vous savez, les 92 accords qui auraient été signés et le mémorandum avec l'Union africaine, il faudrait voir les tenants et les aboutissants de ces conventions. Parce que chaque fois, quand une puissance a une convention avec quelqu'un qui est plus petit, il y a toujours des clauses lyoniennes. Ça ne peut pas manquer. Et moi, je pense qu'il faut qu'avant le feu, les gens puissent vérifier effectivement si la coopération avec la Russie pourra apporter les fruits escomptés. Mais comme on dit les autres panélistes, on ne peut pas vous aider sans que vous-même, vous ne puissiez le faire. Vous voyez que si vous n'avez pas de projet, vous-même, quelqu'un ne peut pas vous aider facilement. Ce qui signifie que la collaboration avec la Russie doit trouver une volonté, un engagement en nous, le désir de se former. Parce que, par exemple, jusqu'à présent, au Cameroun, il y a moins d'écoles où on apprend de la haute technologie. Il y a moins d'écoles. Alors qu'aux États-Unis, partout ailleurs, il y a des écoles. Toutes ces technologies, comme vous expliquez tout à l'heure, la construction de la ville de Ganzou ou de Sion-An, le fer vient de la Mozambique et de la RDC, ça vient de l'Afrique. Ce qui veut dire que
tant que nous n'aurons pas ce know-how sur le plan scientifique, nous irons toujours les autres puissances comme des mendiants. Et ce n'est pas notre souhait. Et c'est justement ce que Traoré, le capitaine, a dénoncé. Alphonse, en prenant de la parole, c'est bien beau de livrer du céréal gratuitement, mais il faudrait que l'année d'après, qu'on puisse être des États quand même souverains avec l'autosuffisance alimentaire. Bien entendu, vous avez raison, madame, d'évoquer cette question. Le sommet de Saint-Pétersbourg a relevé, à mon humble avis, deux pans qui vont nous permettre de répondre à votre question. J'ai eu l'impression qu'il y avait une certaine nostalgie. Nostalgie des États africains qui, comme à l'époque de l'Union soviétique, qui étaient à la recherche d'un parrain. Et en regardant ce sommet, j'ai cru voir encore l'Union soviétique qui rassemblait encore autour d'elle ces États qui avaient besoin d'un soutien, notamment un soutien économique, un soutien alimentaire. Donc on a l'impression qu'on fait un retour en arrière. Mais ce retour en arrière, en réalité, dépend du contexte international. Ce contexte international qui s'explique par la marginalisation de la Russie par les Occidentaux et l'inimitié des pays occidentaux au sein des États africains, qu'on voit de plus en plus. L'autre élément que je voudrais évoquer et qui répond à votre question, la souveraineté des États. Ce sommet a un message qui devrait être véhiculé, c'est que moi, je ne pense pas que les États africains se sont infantilisés. Moi, je pense plutôt qu'avec la configuration mondiale, l'Afrique veut jouer un rôle. Et on a bien vu que les 6 chefs d'État, avec le président de l'Union africaine, ont mené une médiation pour pouvoir apporter une solution quant à la crise ukrainienne. Et on voit très bien qu'avec ce sommet, le président Sassou Nguesso a martelé la fin du conflit. Donc on peut faire une lecture pour voir que les États africains veulent exprimer une certaine souveraineté, veulent exprimer leur position sur la scène internationale. Et il ne s'agit pas de venir toujours demander de l'aide, mais il faudrait que les Africains aient un projet. Je crois que l'aîné, le panéliste l'a dit tout à l'heure, un projet. Moi je pense que il ne suffit pas d'aller sur la scène internationale sans objectif. Il faut un projet bien construit et un projet construit dès la base. Parce qu'on voit très bien que nos institutions régionales, sous-régionales, semblent être des pâles copies de l'Occident. Donc il faudrait bien que la société civile, les intellectuels construisent un projet et accompagnent ces institutions sous-régionales et l'Union africaine pour pouvoir mieux se vendre sur la scène internationale. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'on pourra parler de souveraineté. D'accord. Alors, Edmond, il y a cette lettre du président de la République, Paul Biya, à Vladimir Poutine, juste dès son arrivée hier soir au Cameroun, adressée au président de la Fédération de Russie, en précisant que ce sommet a permis de confirmer la solidité du partenariat entre la Russie et l'Afrique. Plusieurs accords ont été signés et après les échanges bilatéraux, il y a notamment des points évoqués sur la recherche, la formation, l'industrialisation, le développement de l'agricole, des infrastructures routières et électriques, la lutte contre le terrorisme. Ça donne quand même de l'espoir. Oui, en fait, il a brossé là un ensemble de points sur lesquels la coopération pourrait se focaliser. Parce qu'il ne suffit pas de parler de coopération. Il ne faut plus qu'on se laisse engluer dans des terminologies qui nous ont fait perdre beaucoup de temps depuis des années. Vous savez, il y avait cette terminologie qui nous bernait un peu. On parlait de partenaire historique de l'Afrique. C'est-à-dire quand on dit ça, c'est comme si les Africains sont vissés sur quelqu'un, ils ne peuvent pas faire autrement. Et on dit de partenaire historique. Donc, il faut sortir de cette terminologie-là. Il faut aujourd'hui être capable de dire, si je vais chez tel, je vais pour lui proposer telle chose et je vais prendre telle chose chez cette personne qui va me permettre de pouvoir asseoir une certaine dynamique chez moi. C'est vers là qu'on va. Et donc, le président de la République, lorsqu'il énumère certains points, vous savez, il a parlé par exemple du développement des infrastructures routières. Justement, il fait bien de le dire parce que, je veux dire, l'une des entraves... Certains ont trouvé que ce n'est pas la première fois qu'on signe et même la délégation avec les ministres qui participent à ces accords signés-là ne pourront véritablement pas implémenter les fruits de ces accords-là sur le terrain.
c'est pour ça que je vous ai dit, il ne suffit pas de signer les accords. Vous devez faire preuve de beaucoup d'offensives diplomatiques pour pouvoir amener... Parce que M. Poutine, voyez-vous, en dehors des sommets africains, M. Poutine a d'autres problèmes sur le plan international. Il est englué dans son opération spéciale lancée en Russie avec tous les Occidentaux qui sont en Ukraine. Tous les Occidentaux qui bourdonnent dans ses oreilles comme des abeilles. Donc il a ces problèmes-là. Donc n'attendez pas qu'une fois rentré chez vous en Afrique, que ce soit encore lui qui reprenne ses carnets de bord pour dire qu'est-ce que j'ai promis à tel, qu'est-ce que j'ai promis à tel. Non, c'est aux Africains de faire preuve de beaucoup d'offensivité pour pouvoir amener la Russie à pouvoir tenir ses accords. Mais moi, je pense, lorsque vous faites une espèce d'analyse comparative, vous vous rendez compte que les Africains ont beaucoup plus, n'est-ce pas, gagnent beaucoup plus à traiter avec un pays comme la Russie. Pourquoi? Vous savez que l'économie africaine est beaucoup plus, moi je préfère parler de l'Afrique francophone que je connais très bien parce qu'ils ont presque la même structure macroéconomique. Ils ont une économie qui repose sur l'économie de rente, qui consiste à la vente des matières premières. Or, c'est sur cette base-là que nos soi-disant partenaires historiques nous ont le plus entubés. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que ces partenaires ont beaucoup besoin, c'est-à-dire qu'ils ont un désir, une soif qu'on ne peut pas étancher de ces matières premières-là, notamment un pays comme la France. Si vous voyez l'ensemble des accords que la France a signés avec les pays africains, notamment sur le pétrole, c'est des contrats terribles. C'est des contrats de dupes. Et c'est normal parce que la France ne produit pas une goutte de pétrole sur son sol. Pourtant, il est le 4e exportateur de pétrole dans le monde. Donc c'est normal. Vous voyez par exemple la banane. Il est l'un des gros exportateurs de bananes. Tous ces bananes sont produits en Afrique et dans les Caraïbes. Et donc, si vous voyez un pays comme la Russie c'est quand même le 3e exportateur de pétrole dans le monde. Et donc, il n'a pas besoin de venir vous appuyer le coup pour voler votre pétrole. Lui qui fait 10 millions de barils par jour, qui ne sait même plus ce qu'il va en faire depuis que les Occidentaux sont en train de le boycotter. Il n'a pas besoin de venir appuyer le coup du Cameroun pour ses 150 000 barils jour. Il n'a pas besoin d'aller appuyer le coup du Congo pour ses 200 000, 300 000 barils jour. Et c'est pareil pour les autres ressources. La Russie, c'est le premier gros exploitant du diamant dans le monde. C'est le premier. Les gens ne le savent pas. Et même beaucoup d'autres ressources. La Russie n'a pas besoin d'aller appuyer le coup comme on l'a fait depuis longtemps du Niger pour prendre son uranium. La Russie a son uranium. Il n'a pas besoin de ça. Et donc, il faut faire cette étude comparative pour se rendre compte qu'effectivement, depuis toujours, et c'est pour ça que la Russie ne s'est jamais lancée dans des conquêtes coloniales pour venir puiser les ressources, parce que la Russie en a. Elle n'a pas besoin d'aller voler les ressources ailleurs. Elle en a et elle s'appuie là-dessus. Vous allez vous rendre compte qu'un pays comme la Russie, à partir de 2014, lorsqu'elle s'est emballée les pieds dans le tapis avec l'Occident après l'annexion de la Crimée, et qu'il y a eu l'embargo sur les fruits et légumes et un certain nombre de produits, notamment le blé, la Russie a lancé un vaste programme de production de blé et en moins de 10 ans est devenue l'un des gros exportateurs de blé dans le monde. Et l'un des gros n'est-ce pas, producteurs de blé, de fruits, de légumes, au point où aujourd'hui, les pays européens qui exportaient beaucoup de fruits, de légumes et de blé, de fruits et légumes en Russie, ils sont à mal aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus comment écouler leurs produits. Et donc, c'est des exemples que nous devons pouvoir puiser. Nous devons par exemple demander à la Russie, mais comment tu as fait pour passer d'un pays qui ne produisait rien en 2014 pour être un grand producteur, n'est-ce pas, de tous ces produits-là à 10 ans après. Ça me permet de poser la question à Armel. Il y a quand même le chose qu'elle avec toute une délégation ministérielle. Comment capitaliser donc ce que Edmond vient de dire? La Russie, c'est pas n'importe quel pays, c'est pas un pays quelconque. Comment capitaliser tous les accords qui ont été signés là-bas pour que la population camerounaise puisse en bénéficier et sentir véritablement que cette coopération bilatérale entre les deux pays porte des fruits? Oui, il faut davantage surfer sur le volontarisme politique et être de plus en plus sincère pour que cela soit vraiment... La sincérité de qui? Des chefs d'État. Ah, d'accord. Des chefs d'État, de nos chefs d'État. Donc, il faut un volontarisme politique très approfondi pour que ces accords qui ont été signés puissent s'implémenter sur le terrain. Vous savez, Madame Lille, pendant plusieurs années, on a toujours eu l'impression que nos chefs d'État ne savaient pas ce qu'ils partaient chercher sur la scène internationale.
Or, la scène internationale, c'est souvent un haut lieu de rapport de force. Lorsque vous partez sur la scène internationale, vous devez, n'est-ce pas, bien maturer votre valise diplomatique. On a souvent l'impression que nos chefs d'État y vont pour jouer, le tourisme. alors que lorsque vous voyez comment les chefs d'État occidentaux viennent sur la scène internationale, ils viennent avec les hommes d'affaires, ils viennent avec des économistes, etc., avec des projets très très bien maturés, de telle sorte que lorsqu'ils arrivent sur la table de la négociation, ils savent ce qu'ils demandent. Or, on a l'impression que pendant plusieurs années, ça n'a pas été le cas au niveau des États africains. Et je pense que ce sommet-ci a montré que les Africains ont compris cela. Parce que lorsqu'on a suivi le discours de Traoré, ce jeune président du Burkina Faso, il a posé les problématiques importantes, essentielles pour le continent africain. Regardez par exemple l'arme nucléaire. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui a été, n'est-ce pas, ici infériorisée à partir, n'est-ce pas, des traités internationaux. On vous dit que vous ne pouvez pas produire l'arme nucléaire, vous ne devez pas produire l'arme nucléaire. On vous fait signer des traités de non-prolifération de l'arme nucléaire. Et au nom de quoi un État qui a déjà une arme nucléaire peut travailler pour que d'autres États ne puissent pas en avoir l'arme nucléaire? Donc, lorsque Traoré a posé ce problème-là sur la table, cela montre qu'aujourd'hui, l'Afrique est prête aujourd'hui à demander des choses essentielles pour son développement. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du développement, il y a ce qu'on appelle les facteurs du développement. Et pendant plusieurs années, ces facteurs de développement-là ont été, n'est-ce pas, embrigadés dans le rapport des pays africains avec ces états classiques historiques dont parlait Kouyaté tout à l'heure. On a l'impression que dans ce partenariat-là, les pays africains étaient, n'est-ce pas, enterrés. Le développement des pays africains était enterré. C'est pour cela que la Russie aujourd'hui est une occasion plus que jamais qui s'offre au continent africain, qui va permettre au continent africain, n'est-ce pas, de décoller économiquement. Parce que la coopération la coopération de la Russie n'est pas la même avec la coopération occidentale. On voit bel et bien que la coopération de la Russie, c'est une coopération qui est, n'est-ce pas, ici, dépouillée des deux principes machiavéliques de la coopération occidentale. Le principe de la conditionnalité, le principe de sélectivité. Vous savez ce que c'est, des aides orientées. On voit bel et bien que... Et là, on a des livraisons gratuites de céréales, ça continue quand même. Ce sont tous des dons, non? Ce sont des dons, mais qui ne sont pas à l'image des dons des pays occidentaux. Et la Russie, aujourd'hui, peut davantage aider les pays africains au niveau international, au niveau de ces rapports de force au niveau international, au niveau des traités, etc. Aujourd'hui, la Russie peut aider les pays africains à avoir leur arme nucléaire, par exemple. La Russie peut aider les pays africains, par exemple, à faire en sorte que les Africains soient bien représentés au niveau du Conseil de sécurité. Et la Russie peut, par exemple, aider les Africains à faire en sorte que les Africains travaillent pour que le traité international ne soit plus un élément de domination. Et les Africains sont restés endormis là-dessus pendant plusieurs années en pensant que le traité international, c'est un instrument de coopération simple. Non, le traité international, c'est un élément qui vient permettre aux États africains de chercher à sauvegarder leurs intérêts. C'est pour cela que je dis souvent dans mes travaux que en tête des grandes missions de la diplomatie, des traités, des conventions internationales, figure bel et bien la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur la scène internationale. C'est compris. Donc, pour sortir, je dirais tout simplement qu'il faudrait que, dorénavant, les pays africains, en collaboration avec la Russie, cherchent, n'est-ce pas ici, à bien négocier leur traité sur la scène internationale. Ça, c'est bien compris. Alors, David, ce n'est pas le premier sommet. Et les chefs d'État africains qui sont allés sont à la tête de leur pays depuis 30 ans, 35 ans. Donc, véritablement, ce sont les mêmes. Ça ne va forcément pas changer grand-chose sur l'amélioration des conditions de vie des populations dans leur propre pays. Nous souhaitons tout ce qui est un changement. Mais je vous ai dit tout à l'heure que pour que cela arrive, il faut que les Africains eux-mêmes soient prêts pour le changement. C'est ça que je dis que les leaders qui sont allés là-bas à Saint-Pétersbourg, ce sont les mêmes chefs d'État qui sont en place depuis pas mal d'années déjà et qui, forcément, ils sont au deuxième sommet. Donc, si on se retrouve sur la scène internationale aujourd'hui, il y a quand même des questions à se poser. Nos leaders, ils vont pour leur diligence politique. Ils ont été élus pour cela. Mais une fois qu'ils y vont, il faudrait que le peuple puisse les suivre.
Les mentalités vont changer le temps d'un sommet? Je ne crois pas que les mentalités vont changer, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas être toute la vie dans l'assistanat. Parce qu'au niveau de la Banque mondiale et des institutions internationales, on vous parle plus de près, on vous parle des plans. Et depuis plusieurs années, vous avez vu tous les plans qu'il y a eu. Il y a eu le plan d'ajustement structurel, il y a eu le plan d'ajustement sectoriel, il y a eu le plan d'investissement, il y a eu le plan de formation et innovation UNZO Weiter. Mais de quoi s'agissait-il? Comme il a expliqué tout à l'heure, dans chaque convention internationale, il y a des convenants. Parce qu'en réalité, on ne peut pas exposer au tiers ce que contient une convention. Lorsque le docteur parlait tout à l'heure de l'arme nucléaire, je vais vous rappeler que lorsque Mandela a pris le pouvoir en Afrique du Sud, le programme a été modifié par le Royaume-Uni. C'est-à-dire du moment où le régime avait changé, on a revu. Et vous voyez tout ce que l'Iran affronte pour mettre au point son arme, et même la Corée du Nord. Je pense tout simplement que, comme beaucoup le disent tout à l'heure, le monde, c'est un rapport de force. Et on arrache. Parmi tous les pays qui sont allés discuter avec la Russie, il n'y a que 4 pays qui peuvent discuter en levant la tête, que vous connaissez très bien. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a l'Égypte et l'Algérie. Le Cameroun est où? Le Cameroun... Avec un doyen qui a été fortement applaudi et respecté. On vous a expliqué tout à l'heure que notre économie est essentiellement extravertie. Pour l'instant, alors qu'on est là au secteur quaternaire, c'est-à-dire la recherche, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Au primaire, on n'est pas là. Au secondaire, on n'est pas là. Au tertiaire, on n'est pas là. On n'est nulle part. Regardez le tissu économique. Vous ne pouvez pas dire... Pourtant, il y a eu beaucoup d'optimisme dans le discours du chef de l'État là-bas. Ça voudrait dire que... L'optimisme, c'est un vœu. Chacun peut faire un vœu. Mais il faut que ça se matérialise. Vous savez que les relations internationales que vous avez expliquées tout à l'heure, ce n'est pas de la philanthropie. Et je vais vous dire, les États-Unis ont plus de 500 groupes de lobby en Europe pour les Américains. Donc il y a un certain nombre de choses à faire sur le plan international. Et il faudrait que les pays africains sachent qu'on ne viendra jamais leur remettre une manne. Il faut arracher, il faut chercher, il faut former, il faut revoir le programme scolaire, il faut revoir le projet. Et vous parliez tout à l'heure justement de plan. Il y a un plan d'action du sommet Russie-Afrique de 2023 à 2026 qui a été adopté. Tous les 3 ans, on aura la tenue de ce sommet-là. Il y aura des consultations politiques régulières, l'augmentation du nombre d'Africains scolarisés en Russie. On parle de 2 mécanismes entre la Russie et l'Afrique, sécurité, partenariat et dialogue. Ça pourrait changer les choses, non? Oui, madame, ça pourrait changer les choses justement, mais comme je l'ai dit au départ, il faudrait que les Africains construisent un projet pour que ça change les choses, parce que ça, ce sont des promesses. Et après des promesses, il faudrait qu'il y ait des réalisations. Et pour qu'il y ait des réalisations, il faudrait que les États africains sortent de l'hésitation politique, parce que la coopération russo-africaine, les recherches que nous faisons nous montrent qu'il y a une hésitation du côté russe et du côté africain. Du côté russe, parce que ça renvoie à l'histoire, on ne va pas y revenir. Ça veut dire que dès le départ, l'Empire russe, l'Union soviétique n'avaient pas un fort attachement sur le continent africain. On pourra y revenir. Mais du côté africain, cette hésitation à pouvoir coopérer totalement avec la Russie est due au fait que le territoire africain, du moins sous certains États, était resté sous l'influence, sous l'inféodation des puissances occidentales colonisatrices. Même après les indépendances, il y a toujours ces stigmates-là au niveau des institutions, au niveau des pratiques sociales qui faisaient à ce que on n'arrivait pas toujours à se détacher de la métropole. Et comme on n'arrivait pas à se détacher de la métropole, on ne pouvait pas coopérer avec la Russie. Le plan d'action qui a été élaboré, la construction, on appelle ça quoi, d'un consortium éducatif pour la formation des Africains par les écoles russes, le soutien militaire, la coopération économique, c'est bien, mais il faudrait en réalité que les Africains, voilà pourquoi j'ai dit au départ que moi je ne vois pas les Africains aller à Saint-Pétersbourg comme des jeunes enfants, je les vois comme ces acteurs qui veulent s'affirmer sur la scène internationale au regard du contexte qui prévaut. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si les chefs d'État qui sont en place sont un peu âgés, mais il y a quand même une jeunesse qui pousse au sein des États africains et ces gouvernants, peut-être âgés, comprennent
Et une parenthèse, si vous permettez, moi je me réjouis de la présence du président de la République, Paul Biya, à ce sommet, parce qu'en 2019, il n'y était pas. Et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Surtout sur le positionnement de la Russie sur la scène internationale. Et j'avais lu des analyses qui montraient que le Cameroun, avec sa diplomatie, restait inféodé à la France. Mais avec la présence du président, même si on peut, le discours qu'il a tenu peut prêter à débat, mais avec sa présence, il y a une image qu'on a donnée pour montrer que le Cameroun, en réalité, veut s'inscrire dans la diversification du partenariat. Donc, il veut peut-être inféodé. Donc, pour terminer, ces projets peuvent être en place, mais il faudrait que les Africains soient engagés et qu'ils sortent de l'hésitation. Edmond, ce n'est pas aussi une démonstration de force de Poutine et aussi pour les Africains au regard de la vague de manifestations dans la sous-région, de pouvoir se positionner et revoir quelques stratégies? Ben, écoutez, vous savez... Et emmerder véritablement l'Occident. Vous savez, c'est comme si on revenait un peu à la case départ. C'est-à-dire après la fin de la Deuxième Guerre, vous savez que ce qui s'est mis en place tout de suite, c'était la guerre froide. Et la guerre froide participe de ce qu'on appelle en géostratégie le principe des parallèles. C'est-à-dire que je ne vous affronte pas directement, je crée un parallèle, mais qui vous touche directement. Vous savez, pour emmerder la Russie, on n'est pas allé bombarder, les Occidentaux ne sont pas allés jeter des grenades à Saint-Pétersbourg, ou à Moscou, ou à Stalingrad. Ils sont allés en Ukraine, juste à côté. Et ils l'emmerdent sérieusement. Et M. Poutine, ils font tout pour l'isoler sur la scène internationale. Mais M. Poutine aussi a le loisir de leur dire, écoutez, je ne suis pas aussi isolé que vous pensez. J'ai quand même 47, j'ai réuni quand même 47 sur 54 États africains à Saint-Pétersbourg qui sont acquis à ma cause et qui ne demandent qu'à travailler avec moi. Et donc, c'est aussi une façon de leur dire, votre politique d'isolement, ça ne marche pas. Et donc, ça peut être un intérêt pour lui. D'autre part également, il peut aussi leur dire, ben, comme vous voulez m'emmerder à ma porte, moi je vais aussi vous emmerder là où ça fait le plus mal. C'est très bien qu'il y a beaucoup de pays en Occident qui ne dépendent que de l'Afrique. Si aujourd'hui vous leur fermez les portes de l'Afrique, ces pays tombent tout simplement. Et ça nous rappelle ça nous rappelle une déclaration de Poutine qui disait, écoutez, pour emmerder la France, je n'ai pas besoin d'aller, n'est-ce pas, détruire Paris. Je vais tout simplement en Afrique. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Le Niger avec le Niger en est encore un très bel exemple parce que le drapeau français brûlé, l'ambassade saccagée et toutes les populations sont pour la Russie. Donc c'est pour vous dire que c'est ce qu'on appelle le principe des parallèles en géostratégie. C'est-à-dire que, écoutez, tu es un costaud, je suis un costaud. On ne se rentre pas dedans, mais on crée des parallèles qui nous touchent les uns les autres. Donc ça peut également être, n'est-ce pas, une stratégie russe. Et si c'est une stratégie russe, ça marche très bien. Ça marche très bien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une propagande otanienne et beaucoup plus française qui veuille que, c'est de l'infantilisation même à la limite. Il y a un discours qui est français, mais qui est nauséeux et nauséabond, je ne l'aime pas beaucoup, qui veuille faire croire que si les Africains poussent un cri de révolte et d'indignation par rapport à toutes les humiliations et tout ce qu'ils ont subi depuis des années, c'est parce que la Russie les a payés. Comment vous pouvez croire que s'il y a eu des milliers de Nigériens, comme vous les avez vus dans les rues, n'est-ce pas, de Niger, depuis le week-end dernier, c'est parce qu'ils ont été payés par la Russie. Alors la France veut laisser croire aux gens, au monde entier, que moi, pour crier ma révolte, par rapport à tout ce que la France nous a fait subir ici comme humiliation, je ne peux pas revenir là-dessus. Si on doit citer que les exactions... La France a reconnu et demandé pardon aussi, non? Écoute, ça c'est de la perfidie, de la tartufferie française, je n'y crois pas du tout. Tant pis pour ceux qui y croient, moi je n'y ai jamais cru. Mais la France ne doit pas nous faire croire que pour nous révolter et nous indigner, il fallait qu'on attende que M. Poutine vienne nous payer, nous distribuer des billets de 2 000 francs, de 3 000 francs. Non, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la donne a changé. Vous comprenez un peu, les contextes ont changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme dans les années, je vais dire 1930-1945, où quand quelque chose se passait à Paris, il fallait quand même attendre 6 mois au Cameroun pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, les Camerounais
Et les Africains, dans leur immense majorité, savent très bien que la France, c'est un tout petit pays qui vaut rien sans eux, les Africains. Les Africains sont au courant. Ils savent très bien que depuis que Poutine les emmerde avec son gaz, ils ont des problèmes d'électricité et que chaque mois, le prix de l'électricité augmente de 10%. Et que bientôt, ils seront même plus capables de produire parce que, ils pourront même plus payer si jamais Poutine leur ferme la porte de l'uranium du côté du Niger. Et ce n'est que de bonne guerre. Parce que voilà les gens qui dépendent de tout le monde. Quand ils ouvrent la bouche, c'est avec beaucoup d'arrogance, de mépris qu'ils parlent des Africains, alors que si on ferme la porte de l'espace de l'uranium à Arriva au Niger, ça veut dire que même leur centrale, n'est-ce pas, nucléaire qui fonctionne, qui leur donne un peu d'énergie et qui leur permettent de suppléer, n'est-ce pas, je vais dire, le manque de gaz du côté de la Russie, eh bien ça va devenir très très difficile pour eux. Il faudrait qu'ils aient un peu la décence ou alors le bon sens, je dis bien le bon sens de savoir que depuis longtemps, ils ont été une grande puissance mondiale, peut-être 4e, je crois qu'aujourd'hui ils sont retombés au rang de 10e puissance mondiale et que bientôt ils retomberont au rang de 30e. Mais il faudrait qu'ils aient la décence et le bon sens de reconnaître que tout cela, ça a été grâce à l'Afrique. Même si chaque fois la France dit vraiment on s'est désolidarisé de ce qui se passe, on n'est en rien impliqué dans ce qui se passe dans certains pays. Alors vraiment pour avancer, le Cameroun est retourné, le Cameroun fait quand même partie des pays qui ont opté pour le non-alignement et dans cette sphère-ci, il y a quand même qu'on a diversifié des partenariats. Est-ce que ça n'aura pas un impact sur la suite? Automatiquement, ça aura un impact parce que la diversification du partenariat fait en sorte qu'un pays a quand même des opportunités, a plus d'offres sur le terrain. La diversification du partenariat fait en sorte que le pays a, n'est-ce pas ici, la chance d'implémenter plusieurs technologies différentes. Il faut dire que qu'aujourd'hui le Cameroun est dans une très bonne posture. Le Cameroun est dans une très bonne posture parce que c'est l'occasion peut-être pour moi de saluer un peu le président Paul Biya parce que c'est un fin stratège, ouais. Il faut le dire. C'est un fin stratège. On ne l'attendait pas d'ailleurs en Russie. On l'attendait pas. Il faut rappeler aux téléspectateurs que peut-être c'est maintenant que les gens voient certains pays africains aller vers la Russie. Il faudrait dire que le Cameroun a fait ça avant. Le Cameroun a fait ça avant même que les coups de révolution ne commencent en Afrique. Le Cameroun était déjà avec la Russie. Donc sur ce plan-là, il faut dire que le président Paul Biya, c'est un visionnaire qui voit souvent en avant et les choses, n'est-ce pas, qui peuvent arriver dans quelques jours. Donc aujourd'hui, on voit que sur la scène internationale, la Russie est en quelque sorte en train de montrer sa démonstration de force, qui est davantage orientée vers la lutte contre l'imposition de l'unilatéralisme occidental, mais davantage une démonstration de force qui fait en sorte que les pays africains aussi puissent sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire, ce que je veux démontrer, c'est quoi? C'est que la lutte de Poutine, sur la scène internationale peut permettre aux Africains, d'accord, de se libérer, d'accord, d'un joug d'exploitation, de domination, n'est-ce pas, qui pesait jusque-là sur sa tête. Parce qu'aujourd'hui... Mais quand vous regardez la réaction de l'Union africaine, la CEDEAO, l'UMOA, ça ne donne pas l'impression que on est dans cette dynamique-là, non? Oui, il faut dissocier dans ce combat de libération du continent africain, n'est-ce pas, les endocolons, des véritables personnes qui luttent même pour le développement de l'Afrique. Parce que je distingue souvent deux tendances. Il faut distinguer deux tendances. La tendance des consolidologistes, ceux-là qui travaillent pour que le système paternaliste de domination occidentale se maintienne. Et cette tendance des consolidologistes-là, il faut mettre dedans, n'est-ce pas, ces organisations d'intégration sous-régionale qui sont, n'est-ce pas, des valets, des entités instrumentales mises entre les mains des puissances occidentales pour perpétuer leur système de domination en Afrique. Mais à côté également, il y a une autre tendance qui est la tendance des transitologistes. Et même si ils ne sont pas nombreux, ils font aujourd'hui bousculer les choses. Ceux-là qui pensent que l'Afrique peut se libérer 60 ans après de cette domination-là et implémenter des systèmes politiques capables, n'est-ce pas, cette fois-ci, de faire décoller économiquement le continent africain. Donc sur la scène internationale, vous devez savoir qu'il y a ce que j'appelle souvent la défractation des pôles de centralité sur cette scène internationale, qui fait en sorte que le pôle de l'Ouest, qui était considéré hier comme étant le pôle fort aujourd'hui, est en train de
subir des rapports de force défavorables sur la scène internationale. Le pôle de l'Est, qui est aujourd'hui implémenté par la Russie, par les BRICS et davantage par plusieurs autres pays en voie de développement, est en train de prendre position, n'est-ce pas, sur la scène internationale. Et cette position-là fait donc en sorte que les pays africains devraient en saisir, parce que dans cette lutte entre deux puissances, il faudrait que les pays africains cessent d'être utilisés comme des territoires, n'est-ce pas? Le mot pour rien, d'accord, voilà, c'est bien compris. Donc il faudrait que dans les jours à venir, que l'Afrique travaille pour que, sur la scène internationale, elle soit aussi un acteur qui puisse donner son mot sans toutefois avoir peur des représailles. On l'a d'ailleurs vu avec ce plan de paix africain pour la résolution du conflit russo-ukrainien, mais pour vraiment sortir du débat, il y a des gens qui pensent quand même que le chef de l'État camerounais est allé en Russie parce qu'il faudrait préparer une transition. Et on devrait avoir un allié comme la Russie derrière. Bon, je ne peux pas spéculer là-dessus, parce que chacun peut interpréter comme il veut. Je pense tout simplement qu'être à Paris et quelques jours après aller en Russie, ça montre qu'il est indépendant. Il est droit dans ses votes. Et vous savez qu'il y a certains présidents qui n'ont pas pu faire le déplacement. Je ne cite pas le nom. Peut-être parce qu'ils ont reçu des coups de fil. Le nôtre est allé à Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas tous se rendre compte que le monde est en train de tournant. Lorsque l'Empire d'Orient est tombé en 1490, avec la chute de Constantinople, cela s'est passé exactement de la même manière. Et ça m'a permis de relire certains auteurs que j'aime tant. Alain Bord, au commencement était la guerre. Et surtout, un dernier livre que Jacques Attali, qui est un très grand lobbyiste français, vient de publier. D'abord, c'est un confrère, c'est un économiste comme nous. Le monde. 2 points, modèle d'emploi. Nous vivons dans un monde, comme il l'expliquait tout à l'heure, où il y a des pesanteurs qu'on cache. Il y a l'établissement international, il y a des lobbies. D'où vient-il qu'on cultive le café en Côte d'Ivoire et en Amérique latine et on décide du café plutôt à Londres? D'où vient-il qu'on exploite le pétrole en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique aussi, et que c'est plutôt à New York que ce soit plutôt le NIMEX et l'AS qui décide du cours. Ben, je vais vous dire sincèrement que le déplacement de notre président en Russie a été un tournant pour indiquer aux Camerounais qu'en dehors d'aller à Paris, d'aller à Marseille, d'aller à Bruxelles, on peut aller aussi à Saint-Pétersbourg, on peut aller en Russie, que la coopération avec la Russie peut nous aider. Et nous sommes en train de voir, avec la guerre qu'il y a eu en Syrie, que sur le plan sécuritaire, la Russie peut protéger. On a vu avec la guerre actuellement en Ukraine que la Russie a les moyens nécessaires parce qu'on a mobilisé les 10 grandes compagnies. On a vu le ministre de la Défense, même du Cameroun, aller signer des accords avec... Madame, écoutez, on a mobilisé les plus grandes compagnies militaires du monde, parmi lesquelles la compagnie Raytheon, d'où le PCA, l'actuel ministre des Affaires, le ministre de la Défense aux États-Unis. On a livré les armes en Ukraine et on a vu ce que la Russie a fait. On a vu sur le plan agricole, on a vu sur tous les plans. Et je voulais vous dire, pour terminer, vraiment, il ne faut pas que les gens oublient que la Russie a plus de 17 millions de kilomètres carrés et que la Russie est plus proche des États-Unis que de l'Afrique. Parce que la Russie s'étend jusqu'à l'océan Pacifique et la mer de Stock. D'accord. Donc je pense que la coopération avec la Russie est une très bonne chose. Alors Alphonse, vous qui travaillez sur les relations entre la Russie et l'Afrique, maintenant que le sommet est terminé, Cameroun, après le retour du chef de l'État, avec tous ces accords dans la valise? Oui, Lille, maintenant que le sommet est terminé, je crois qu'il s'agit de voir dans quelle mesure on peut implémenter. Et l'implémentation devrait... Même si les Camerounais ne font pas confiance aux ministres qui sont partis avec le chef de l'État là-bas. Oui, ça aussi c'est normal. Il y a une certaine inimitié aussi entre la base et le gouvernant au regard de certains problèmes sociaux. Mais moi je pense qu'il faut accorder un crédit de confiance à nos gouvernants, surtout en termes de diplomatie. Peut-être à l'interne, il peut y avoir des problèmes, mais lorsqu'il s'agit de la diplomatie, de la politique étrangère, de la protection du territoire, il faut parfois faire un peu confiance parce que c'est le tournant du monde qui se joue. Un certain Bertrand Badier parlait du retournement du monde, c'est-à-dire le monde est en train de vouloir changer. Il y a ce qu'on appelle la redistribution des cadres. Donc même le Cameroun aussi veut jouer un rôle. Et n'oubliez pas que le Cameroun en Afrique centrale est comme le métronome. Et qui dit métronome dit jouer un rôle au-delà même de son cadre. Donc maintenant que le président
est là avec ses ministres. Je crois que ce qu'il faut, premièrement, c'est que le cadre de concertation intergouvernementale russo-camerounais, qui est d'ailleurs toujours en place, qu'il soit réactivé. C'est-à-dire le dialogue entre les deux entités politiques, les dialogue deux permanent soit réactivé pour que les accords qui ont été signés et d'autres qui sont encore dans les tiroirs, parce que durant nos recherches, nous avons constaté justement qu'il y a une hésitation et qu'il y a des accords qui doivent être réactivés. Donc on espère que la diplomatie camerounaise, avec le président et ses conseillers, vont travailler davantage pour que la coopération avec la Russie devienne plus dense. Il y a un téléspectateur, Parfait Diamant, qui dit les retombées seront visibles à moyen et à long terme. Cependant, la carte géopolitique est en train d'être modifiée. Vous êtes d'accord? C'est vrai qu'il y a la carte géopolitique mondiale est en pleine modification. Vous savez, cette carte politique a été dessinée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis toujours très peiné lorsqu'on parle de la coopération multilatérale. C'est faux, il n'y a pas de coopération multilatérale. Il y a des choses qu'il faut apprendre à déconstruire. Ne parlez pas de la coopération multilatérale. Non, c'est faux. Ne parlez pas aussi du non-alignement. Les Africains ont été forcés de s'aligner. Ils n'ont pas choisi de ne pas s'aligner. On nous a obligés à nous aligner. Et c'est le prix de cela que nous payons aujourd'hui. Et c'est de ça que nous voulons sortir aujourd'hui. Parce que cet alignement forcé ne nous a pas profité. Parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident, avec à sa tête les États-Unis, ont passé à mettre en place les instruments de contrôle et de domination du monde, parmi lesquels les organismes, n'est-ce pas, de coopération multilatérale. Exact. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une coopération entre le FMI et les États africains, entre la Banque mondiale et les États africains. Non. Parce que pour parler de coopération, il faudrait que nous ayons ensemble défini les règles de fonctionnement. Quel Africain a été à Bretton Woods lorsqu'on créait le FMI et la Banque mondiale en 1944? Il n'y en avait aucun. Et donc aujourd'hui, pour sortir, ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, la Russie, avec, n'est-ce pas, les autres pays émergents, la Chine, n'est-ce pas, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, donnent une occasion unique avec ce qu'ils vont faire en août en Afrique du Sud, en posant, n'est-ce pas, le socle d'un nouvel ordre mondial, donne l'occasion unique aux Africains, cette fois-ci, de s'aligner véritablement, de se libérer de ce joug, n'est-ce pas, de l'impérialisme mondial, de s'aligner véritablement. Lorsque le président Nixon, en 1971, décidait de la dollarisation des transactions mondiales, il était seul, il n'avait demandé l'avis de personne. Alors, je pense que si les BRICS réussissent à mettre en place en août une nouvelle monnaie de la transaction internationale, il faudrait que les Africains sautent sur l'occasion. Merci beaucoup. On va suivre justement cette actualité du côté de l'Afrique du Sud dans les jours à venir. Toujours est-il, on retient de ce sommet-là que le Cameroun a finalement solidifié son partenariat entre la Russie et le Cameroun, et plusieurs accords ont été signés. Et le chef de l'État, lors de sa rencontre tête-à-tête avec Vladimir Poutine, parle des accords dans le domaine de la formation, l'industrialisation, le développement agricole, les infrastructures routières et électriques, la lutte contre le terrorisme. Le débat va se poursuivre certainement sur d'autres plateformes. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain avec notre thématique et d'autres invités. Messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous partagez ces défis géostratégiques mondiaux sur la scène internationale. Bonsoir.